Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Savoir-Garde, émission de débat politique parlementaire chaque soir à 19h30. Vous êtes chaque soir très fidèles au rendez-vous avec vos questions posées sur le site lcp.fr, le JDD notre partenaire et puis hashtag CVR pour les tweetos. Merci à tous ceux qui sont déjà le doigt sur leur clavier, prêts à tweeter. Et puis bien sûr notre page Facebook, vous pouvez nous faire partager vos critiques ou liker notre page sans aucun problème. Focus ce soir sur cette commission d'enquête parlementaire. Elle a un nom à rallonge, mais elle revient cette commission après les attentats de Paris. C'était le 13 novembre dernier. Rappelons-nous, ces attentats ont fait 130 morts, 413 blessés hospitalisés. Après le deuil, évidemment, la commission se penche sur tout ce qui a pu se passer avant, pendant et après. Beaucoup de questions aujourd'hui posées au ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Presque 2 heures d'audition pour essayer de décrypter certains points importants. On va y revenir. Le ministre en a profité évidemment pour expliquer que, il avait déjoué, et les policiers, bien sûr, 11 projets d'attentats, et mis en avant le travail de terrain de ces policiers. On reviendra évidemment sur les réponses du ministre, notamment sur les délais d'intervention de la police, sur la doctrine de projection. On va essayer d'y voir un peu plus clair ce soir. Et puis on reviendra aussi sur les victimes, parce qu'il y avait des réponses posées dans cette commission, des réponses du ministre. Il a répondu aux victimes. C'était les premières auditions menées par cette commission d'enquête. On fera le point évidemment sur ce dossier. On en parle évidemment avec vous, avec les internautes et avec nos invités. Pascal Popelin, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez, vous, membre de cette commission d'enquête. Vous faites partie de la commission d'enquête. Vous avez d'ailleurs posé une question. Député socialiste de Seine-Saint-Denis. Vous avez été le rapporteur, entre autres, du projet de loi prorogeant l'état d'urgence. Le premier état d'urgence et le second d'ailleurs pour être précis. On reviendra évidemment sur vos sensations après cette audition assez longue du ministre de l'Intérieur. Jean-Louis Famengui, bonjour, bonsoir. Vous êtes ancien patron du RAID. On a parlé du RAID, des questions ont été posées par des députés de l'opposition aujourd'hui. Vous êtes passé par la BRI, je crois. Vous avez connu une carrière de grand flic, comme on dit, et vous le racontez dans ce livre, dans Le secret de l'action, parce que, édition Mareuil, parce que vous avez été parmi les 5 policiers dans ce camion qui ont levé la bâche et qui ont tiré sur Mesrine. On y reviendra peut-être avec vous, puis on parlera du RAID, de ces conditions de projection des forces rapides. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Olivier Maurice, bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris, vous conseillez les victimes de ces attentats. Elles se sont exprimées le 17 février dernier, et c'est vrai que certaines ont fait des témoignages édifiants. On en parlera avec vous. Le ministre a tenté d'ailleurs de répondre à certaines de ces victimes. On reviendra évidemment sur le Bataclan, la vitesse d'arrivée des forces de police et la façon dont les choses se sont passées concrètement devant le Bataclan. Merci d'être là. Régis Le Sommier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Paris Match. Alors vous sortez ce livre. Alors ça va être un sujet en 3e rideau parce que c'est Daesh, l'histoire. Il est sorti aux éditions de la Martinière. Évidemment, ces terroristes qui ont été abattus se revendiquaient de Daesh, et là vous en racontez à travers ce livre toute l'histoire. On y reviendra avec vous, et ça remonte évidemment à très très loin. Ça démarre de l'Afghanistan. On en parlera. 1979. 79, avec presque 40 ans. Presque 40 ans pour arriver à ces attentats meurtriers du Bataclan. Retour avec Hélène Bonnet justement sur cette commission d'enquête parlementaire qui a levé la séance à 18h30, presque 2 heures, 2h30 d'audition avec un ministre qui a répondu, vous allez le voir, autant que faire se peut, aux questions des députés. Regardez. Veuillez lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Il a juré de dire toute la vérité. Après les victimes des attentats et leurs proches, c'était au tour de Bernard Cazeneuve d'être entendu lundi après-midi par la commission d'enquête sur les moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme. Face au ministre, les députés multiplient les questions sur le rôle de l'État dans la gestion des attentats du 13 novembre, mais peinent à obtenir des réponses. Vous avez montré un certain nombre de dysfonctionnements. Par exemple, pourquoi ne pas avoir renforcé les mesures de sécurité autour du Bataclan alors que des menaces avaient été proférées contre la salle de spectacle? Réponse de Bernard Cazeneuve. Je n'ai vu aucune note témoignant d'une menace particulière sur le Bataclan ou sur telle ou telle salle de spectacle. Les seules notes que j'ai vues étaient des notes de menaces générales sur des salles de spectacle au terme des enquêtes qui ont été réalisées au mois de mai-juin.
Aucune information sur d'éventuelles menaces et surtout impossible, selon lui, de protéger tous les lieux de culture. Il est impossible, et là aussi je veux le dire avec beaucoup de solennité et de sincérité, de placer en permanence un peloton d'une force d'intervention rapide ou des militaires de sentinelle devant chaque lieu accueillant du public. C'est impossible matériellement. Autre question sur laquelle Bernard Cazeneuve est sommé de répondre. Pourquoi les forces de police ont-elles mis autant de temps à intervenir? Tout simplement à cause des ceintures d'explosifs que portaient les terroristes, répond le ministre. Vous comprenez bien que dans un contexte comme celui-ci, où il y a des ceintures d'explosifs, où le terrain est possiblement miné, où nous ne savons pas quel est le nombre de terroristes et où ils sont, une intervention pour sauver des vies n'est possible que dès lors qu'il y a une maîtrise totale du lieu et des conditions d'intervention. Et c'est lorsque les conditions sont réunies pour que l'assaut ait lieu que la décision est prise de le faire, parce que si nous n'agissions pas ainsi et qu'après une décision hasardeuse, il devait y avoir des explosions et des morts, une autre question me serait posée aujourd'hui. La commission d'enquête n'a pas fini d'auditionner Bernard Cazeneuve. Il devra répondre à beaucoup d'autres questions en mai sur le fonctionnement des services de renseignement. Voilà, et puis nous serons avec Harold, notre sentinelle citoyenne qui s'est inscrite sur notre site lcp.fr. On l'accueillera avec plaisir. Il est devant sa webcam. Pascal Popelin, est-ce que on vient d'entendre dans le sujet d'Hélène Bonnet que de nouveau il y aurait une suite en mai, le ministre répondra là sur cette question du renseignement. Est-ce que cet après-midi, après 2h30 d'audition, d'échanges, de questions souvent extrêmement précises, vous dites notre commission d'enquête elle avance à grands pas, ou est-ce qu'aujourd'hui on est resté comme ça dans un flou, une sorte de brouillard, notamment sur cette question du Bataclan, de la date, de la vitesse d'intervention des policiers? Alors cette commission d'enquête, elle commence ses travaux. C'est avec une commission d'enquête, ça travaille 6 mois. C'est la durée qui est fixée dans le règlement de l'Assemblée nationale. Et donc nous rendrons nos travaux en juillet. Donc on est au début. Les différents membres, en fonction déjà des auditions qui ont eu lieu, de ce qu'ils connaissent du sujet, se rôdent et posent leurs questions. Mais je voudrais quand même qu'on se mette bien d'accord, pour ceux qui nous écoutent, sur le rôle d'une commission d'enquête. Question de la délimiter un peu, oui, cette commission-là. Il ne s'agit pas de faire en bis l'enquête judiciaire qui est placée sous l'autorité des magistrats. Et d'ailleurs, nous n'en avons pas le droit constitutionnellement. Il s'agit de s'interroger sur les moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme, ce qui s'est passé dans ce cadre-là au cours de la séquence des attentats de l'année 2015, et puis, si on veut être utile, si on veut être autre part que dans la polémique, surtout se poser la question de la manière dont on peut encore améliorer les dispositifs dont notre pays s'est doté au cours des dernières années. Il y a un débat, Olivier Maurice, qui a été posé dans le sujet d'Hélène Bonnet. Rentrons dans le vif du sujet. Il y a le temps nécessaire, le temps qu'ont mis les policiers. Il y a eu un débat à l'occasion de cette commission d'enquête, puisque chacun a pris son calendrier, sa chronologie, et ça ne collait pas exactement. Le ministre défendait des délais plus courts, alors que certains députés expliquaient qu'il y avait 1 heure de battement pour que les forces d'intervention soient sur les lieux. Il y avait des policiers, la BAC est intervenue, mais sur ce point-là, est-ce que vous avez été, vous qui avez entendu cette audition, vous avez été nourri d'informations? Écoutez, j'aime beaucoup M. Cazeneuve, mais je l'ai trouvé, très franchement, brillamment embarrassé. Je dis bien brillamment embarrassé parce que sur toutes les questions précises où on attendait des réponses, notamment tout le monde sait qu'en 2009, il y a eu un projet d'attentat au Bataclan. Tout le monde sait qu'à l'août 2015, il y a des dépositions qui montrent que des salles de spectacle sont visées. Pour autant, la salle de spectacle du Bataclan, qui elle-même avait été visée par un projet d'attentat du Bataclan, n'a fait l'objet d'aucune mesure de sécurité. Et comme Monsieur le ministre est prudent et qu'il avait prêté serment, il explique qu'il se retranche derrière le secret de l'instruction, d'ailleurs pour une affaire qui est clôturée, puisqu'elle a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu, donc il n'y a plus de secret de l'instruction pour une affaire qui a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu. Et les familles de victimes que j'ai eues tout à l'heure au téléphone m'ont dit, mais il n'a pas répondu aux questions les plus embarrassantes. Et je crois qu'en même temps, si vous voulez, c'est assez préoccupant, parce que cela montre qu'il y a une certaine gêne, et il y a eu incontestablement un certain dysfonctionnement dans le cadre de la prévention qui a pu avoir lieu, notamment entre ce qui s'est déroulé au début du mois de janvier 2015 et jusqu'aux attentats du Bataclan du 13 novembre. Et je crois que là-dessus, malheureusement, les familles n'ont pas entendu de réponse précise, même si elles ont compris l'empathie et la compassion
du ministre de l'Intérieur. Vous en pensez quoi, vous, Jean-Louis Fabiangui? Vous avez dirigé le RAID, force d'intervention rapide. Et c'est vrai que le ministre, et on va l'entendre dans quelques instants, a été interrogé à plusieurs reprises par des élus de l'opposition qui lui demandaient mais comment se fait-il qu'on ait projeté de cette manière nos forces? Est-ce qu'on pouvait aller plus vite? Vous qui avez mené des opérations, peut-être pas équivalentes évidemment à celles du Bataclan bien sûr, mais des opérations où on projette ces hommes, est-ce qu'il y a plusieurs écoles? Est-ce que c'était la bonne méthode? Non, il n'y a pas de plusieurs écoles. Déjà, je voudrais revenir, c'est vrai que par rapport aux victimes, le fait qu'il y ait eu des renseignements qui, à une époque, faisaient état d'une cible Bataclan, lorsqu'on a été, on a exercé des responsabilités au sein du ministère de l'Intérieur, on a vu beaucoup de renseignements arrivant disant que la Tour Eiffel allait être ciblée, les transports en commun allaient être ciblés. On peut pas, lorsqu'on met en place un dispositif de sécurité, on peut pas être constamment dans l'exception, c'est-à-dire dans la garde de tous les sites qui ont été visés. Donc ça, c'est déjà une première chose. Les sites symboliques, c'est très difficile de mettre en place des gardes statiques qui ne se relèvent pas de très efficaces d'ailleurs. Caméra de vidéosurveillance, protection, vigile, avant même de penser aux policiers. Mais une caméra n'arrête pas des terroristes, et notamment ce type de terroristes. Et deuxièmement, on l'a vu sur certains sites qui étaient protégés, ça réduit peut-être un peu les risques, mais c'est vrai que c'est très difficile d'apporter le maximum de protection sur des lieux qui ont été ciblés. Ça, c'est la première remarque. Donc ça minimise en quelque sorte la polémique autour du Bataclan, qui aurait été un lieu ciblé particulièrement. Je dis pas qu'il faut la minimiser. Il y a des renseignements qui arrivent, mais je parle de mon expérience. Souvent, nous avons eu des renseignements comme quoi des sites allaient être attaqués. Ça n'a pas eu lieu. Et si tant est que l'on ait mis en place une protection, 2009, un renseignement, on ne peut pas mettre un quart de CRS depuis 2009 devant tous les sites. C'est une information judiciaire qui a été ouverte. C'est pas un renseignement comme ça. Oui. Qui n'a pas été exploité. Puisque le ministre fait référence à l'attentat du Caire. Cette information judiciaire? Pardon? Et elle a donné quoi, cette information Cette judiciaire? information judiciaire, elle a donné lieu à une ordonnance de non-lieu, tout simplement parce qu'on n'a pas pu suffisamment exploiter des documents qui étaient transmis par les autorités égyptiennes. Vous savez... Tout part de l'attentat du Caire. Les Égyptiens font bien leur boulot. Ils nous amènent toutes les informations. Absolument. Si le discours consiste à dire tout va bien, c'est une langue de bois que les familles des victimes ne peuvent pas supporter. Vous savez, au-delà de la polémique sur les familles, je voudrais me placer sur ce dossier égyptien. Il y a quand même quelque chose de très intéressant, c'est que Farouk Ben Abbès, qui est l'auteur de l'attentat du Caire, enfin qui est l'un des protagonistes, peut-être pas le commanditaire, mais en tout cas qui vit dans cette mouvance du Caire, de cette cellule djihadiste, cohabite à l'époque avec les frères Klein. Et les frères Klein, donc il y a ces menaces sont... il y a aussi une autre personne qui s'appelle Douda Oksa, qui est une Française, qui est la seule inculpée actuellement dans ce dossier, qui note dans son journal que le Bataclan, qu'on lui a dit que le Bataclan allait être une des cibles, etc. Elle en parle, elle l'écrit. Et puis, on a ces frères Klein qui, comme par hasard, se retrouvent... C'est eux qui revendiquent, au nom de l'État islamique, les attentats du 13 novembre. Donc, on a vraiment un lien. C'est vraiment... Ça reste la mouvance. Je suis d'accord avec vous sur la question, on va pas mettre un quart de CRS. Mais le ministre l'a dit, il l'a dit. Le fait que ces salles de spectacle, et vous le savez, les djihadistes ont cette particularité de faire des fixations sur un certain nombre d'endroits. Oui, on l'a vu avec le 11 septembre, le World Trade Center avait déjà été l'objet d'un attentat en 93 qui avait raté d'une certaine façon. Ils ont recommencé de façon, on en connaît la suite. Donc là, s'acharner sur une salle ou prévoir ça fait partie de leur logique. C'est-à-dire d'essayer de dire un jour on reviendra. Et là, visiblement, la carence qui s'est passée, c'est qu'il n'y a pas eu d'alerte. C'est-à-dire la famille, possédant le Bataclan n'a jamais été contactée, prévenue. Donc voilà, on a fait un papier, nous, là-dessus, de notre enquêteur Philippe Colin-Grillet, qui malheureusement caractérise un certain nombre de carences. Vous y voyez un manquement, en tout cas une carence. En tout cas, dans ce qu'on a, nous, publié cette semaine, c'est qu'il n'y a pas eu d'alerte, il n'y a même pas eu d'information auprès des gens qui étaient les protagonistes du Bataclan. Jean-Louis Fabiangui, je donne la parole. Pascal Popelin, juste pour répondre à ce que dit Maurice, si cette commission doit être une sorte de chapelet de langue de bois, ça sert à rien. Non, mais je crois que c'est pas le cas. Et c'est pas l'objectif.
la question de savoir précisément, à partir d'informations qui pourraient être éventuellement données dans le cadre de l'instruction, qui pourraient être déclassifiées, ce sera les magistrats qui auront à l'apprécier. Nous sommes là pour apprécier, dans le cadre de la mission qui est celle des parlementaires, de faire le contrôle politique de l'action du gouvernement. Et de savoir si le gouvernement aurait pu ne pas faire, ou aurait dû faire des choses qui auraient permis d'éviter ce qui s'est produit. Voilà. Alors à partir de là, on peut... J'entends parler du mot faille. Et bien évidemment que du point de vue des victimes et des familles des victimes, il y a forcément faille, puisqu'il s'est passé l'indicible, puisqu'il s'est passé l'inacceptable. Après, la question est de savoir si les pouvoirs publics étaient en situation de faire autrement. Et quand on est dans une situation de multimenace, qui était fort bien décrite par quelqu'un qui est un praticien de la chose à l'instant, et que ces menaces portent sur une multitude d'endroits, est-ce que l'on décide que l'on va mettre une surveillance rapprochée partout? C'est pas ce qu'a dit Régis Sommier, par ailleurs. Par ailleurs, excusez-moi... Pas tout à fait. C'est pas du tout ça. Excusez-moi, mais si je peux me permettre, simplement, sur la question... il y a eu le Bataclan, et c'est ce qui est resté dans les mémoires compte tenu du nombre de victimes et des conditions apocalyptiques de ce massacre. Mais y avait-il eu sur le petit Cambodge ou sur les différents bars qui ont été ciblés aussi des menaces? Une réponse chacun. Difficile de pouvoir et répondre ensuite à ça. Un petit extrait de l'audition. Vous vouliez tous les deux répondre. Jean-Louis Famille. Je voudrais répondre à la première question, c'est-à-dire sur le dispositif d'organisation et d'intervention. Ce que je voudrais dire, moi, c'est que originellement, toutes les unités d'intervention de type RAID, BRI, GIGN, lorsque nous avions à faire des affaires de terrorisme ou de prise d'otages, la question du temps n'était pas prise en compte parce que nous avions le temps, la sécurité publique gelait une situation, les unités s'équipaient, venaient, les négociateurs faisaient leur travail. Depuis 2015, tout a changé. Le temps s'est rétréci. Et aujourd'hui, en effet, cette commission d'enquête est très intéressante parce qu'elle va permettre d'analyser ce qui n'a pas marché en termes de réactivité. Et ça, en effet, là, c'est vraiment du travail pour le dispositif policier. Sans paraphraser, vous nous dites avant on avait plus de temps, aujourd'hui avec les nouvelles formes de terrorisme et d'attentats, on n'a plus le temps. Tout à fait, la symbolique a changé, les moyens employés, nous avons affaire à des kamikazes, à des shahids, donc qui cherchent pas à négocier, qui attendent le combat avec les forces d'intervention, et si ce sont ces forces d'intervention, RAID ou GIGN, c'est encore mieux. Donc tout ça a changé, et en effet, cette commission est très intéressante parce qu'elle va prendre en compte toute cette organisation. Et donc modifier la doctrine peut-être, bien sûr, mais déjà, nous étions l'autre fois avec le RAID et le GIGN où nous avons parlé de ces doctrines qui sont en train d'évoluer. Elles ont déjà travaillé. Olivier Maurice, vous vouliez intervenir? Intervenez et puis on va entendre des extraits justement qui est au cœur du sujet sur la doctrine. C'est un mot un peu comme ça scientifique de policier. Vous vouliez répondre peut-être à Pascal Poplin. Oui, vous savez, pas d'accord. Moi, je défends des familles aussi dans l'affaire Mera. J'ai l'impression d'entendre depuis l'affaire Mera le même type de discours des politiques. C'est-à-dire qu'ils se réunissent pour essayer de réformer un peu les règles qui existent, notamment en matière de sécurité. Soyons tout de même clairs. Les responsables des services français ont été entendus il y a peu de temps, peu de jours au Sénat. Ils ont reconnu que pour eux, ces attentats du Bataclan et ces attentats du 13 novembre étaient un échec. Était un échec cuisant. Ensuite, monsieur le député, lorsque vous me dites qu'il n'y avait pas de signalement sur les terrasses, le petit Cambodge ou Saint-Denis, enfin franchement, on sait en août 2015 qu'il y a un risque d'attentat imminent sur une salle de spectacle. Et cette salle de spectacle du Bataclan, mais si c'est comme ça, cette salle de spectacle, mais oui je sais parce que j'ai accès au dossier et j'en parle. Cette salle de spectacle du Bataclan, elle n'est pas visée en août lorsque la personne est entendue, mais on précise clairement que une salle de spectacle où un concert rock va avoir lieu, eh bien cet attentat est imminent. Et alors, la salle de spectacle du Bataclan, à ce moment-là, elle n'est ni protégée, ni sécurisée. La BRI n'a même pas les plans de la salle de spectacle pour intervenir. Évoqué lors de la commission d'enquête. Et là-dessus, tout le monde dit... Bah c'est pas grave parce qu'en fait on a mis les moyens en œuvre. Enfin franchement, il faut à un moment donné être sérieux. Réponse très courte, mais où Léon, qui vous le souhaitez. C'est inacceptable d'entendre dire c'est pas grave. C'est factuel. Je dis ce n'est pas grave. J'ai cru comprendre ça, monsieur, tout à l'heure. Eh bien, je crois que vous me faites un procès d'intention qui est détestable parce que la préoccupation des politiques, vous savez, les politiques, c'est pas une race à part, c'est des citoyens comme les autres qui essaient de se préoccuper du bien commun. C'est pas autre chose. Comme vous.
Oui, bien sûr. Donc, quand nous sommes dans la réflexion sur la manière dont nous pouvons protéger nos concitoyens de ce type de barbarie, nous sommes exactement dans la même préoccupation que vous et dans le même état d'esprit. Ne fuyez pas les éléments qui sont évidents. Je ne fuis aucune responsabilité, je dis simplement... Moi j'entends, on savait en août 2015, avec des présomptions très fortes, très appuyées, et que l'avocat... Mais on savait quoi? Moi d'abord, je n'ai pas... Vous avez accès aux auditions, le ministre l'a reconnu. Bon, non, mais le ministre, il a dit quoi? Il a dit qu'il y avait des informations qui étaient données, recueillies par des personnes qui avaient été entendues, sur une menace sur des lieux publics. Non, sur des salles de concert, monsieur le député. Combien y a-t-il de concerts de rock chaque jour à Paris et en France? Excusez-moi de vous le dire. On avait une salle de spectacle qui avait c'était été que le précédemment Bataclan, bien visée. sûr. C'est très facile à dire après. Mais je ne dis pas ça. Je vous dis simplement qu'alors que l'on sait qu'un projet d'attentat concernant cette salle est connu depuis 2009. Mais concernant cette salle, concernant plein d'autres salles. Ben voyons. Et que l'on sait qu'en 2015, en août 2015, il risque d'y avoir un attentat imminent dans une salle de spectacle, qu'un juge antiterroriste très connu fait une déclaration pour dire attention, il va y avoir un attentat gravissime. Cette salle de spectacle, aucune précaution n'est prise. Le propriétaire n'est pas prévenu. Parce que mais franchement, il a changé. Il a changé parce qu'aujourd'hui c'est un grand groupe. Très peu de temps avant Absolument. les attentats. À un moment donné, accepter de regarder les choses en face. Je veux bien. Mais simplement, à un moment donné, je vous le dis, l'histoire est malheureusement terrible à réécrire après. Mais quand on est avant et que vous avez ce type d'informations, vous avez une multitude de sites qui sont visés. Et encore aujourd'hui, y compris avec les renseignements dont nous disposons, et dans le cadre de fonctions qui sont les miennes à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, nous avons eu à connaître d'imminences d'affaires, eh bien je peux vous garantir que nous n'avons aucune certitude à la fois sur les personnes que nous ciblons pour essayer de les empêcher, ni sur les lieux qu'ils imaginent. Et ça c'est toujours parce qu'effectivement, il y a des victimes. Et on ne peut qu'être... on reparle le match après, parce que ce genre d'informations... Pourtant, c'est quand même des informations... Mais la prévention, c'est quoi dans ce cas-là? C'est la prévention, ça n'est pas de l'info. De mettre des quarts de CRS ou des forces devant toutes les manifestations... Attendez, juste Régis Le Sommier, et on va entendre mon extrait ensuite. Le problème qui s'est passé l'année dernière, il n'est pas uniquement sur la question du 13 novembre. Il est sur le fait qu'on a une année qui commence dans le cauchemar, une année qui finit dans le cauchemar. Et qu'entre les deux... Beaucoup de personnes ont quand même l'impression que les choses et la façon justement de faire face à cette menace n'a pas été traitée. Ou n'a pas été traitée, ou en tout cas elle l'a été imparfaitement. Parce qu'il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Moi je vous parlais des djihadistes, parce que c'est ça, c'est l'objet. Vous en parlez dans votre livre d'ailleurs. En fait, il y a quand même une grosse différence entre Abdelhamid Abaoud et comment, les frères Abdeslam et par exemple des gens qu'on a pu voir aux commandes au moment du 11 septembre. Je parle en termes de pédigré. Vous avez des types qui viennent de la délinquance, qui ont été séduits à un moment par l'islam, qui sont allés faire le djihad en Syrie et qui reviennent pour la première fois. La raison pour laquelle on trouve des Belges et des Français, c'est uniquement une camaraderie de combat qui s'est fait en Syrie, extrêmement efficace, parce que quand on fait 2-3 ans de guerre comme ça en Syrie, évidemment, on acquiert des réflexes, on acquiert une compétence assez phénoménale. Néanmoins, ces gens, en termes de discrétion, on est quand même dans un cas de figure. Vous avez le chef donc Abaoud qui arrive sur place, qui est habillé en noir avec des chaussures orange, qui quand il pénètre dans le métro ne prend pas de ticket, donc risque de se faire prendre par un paquet de contrôleurs. Il n'a même pas les règles de base. C'est quand même, et vous comparez ça par rapport à Mohamed Atta, vous comparez par rapport à ceux qui ont fait le 11 septembre, et là vous avez deux types de personnalités. Alors est-ce que ça veut dire que l'État islamique n'est pas capable d'avoir des gens extrêmement opérants, etc. Ou alors est-ce que ça veut dire que l'État islamique est un fourre-tout? Moi je crois plutôt que c'est la deuxième solution, dans le livre d'ailleurs, qui est justement qui attire un certain nombre de personnes avec des problèmes psychiatriques ou des problèmes de personnalité et autres, qui vont se révéler dans ce djihad. Mais alors dans ce cas-là c'est très inquiétant, et pour les services de renseignement c'est encore plus inquiétant, parce que comment déceler ces gens-là? Comment, par rapport à un délinquant de base, se dire voilà, c'est vraiment là que se trouve Alors le bon débat, vous allez le voir, il a eu lieu aussi lors de cette commission d'enquête parlementaire, parce que des députés, on en a choisi deux, Meyer Habib et Serge Grouard, sont venus justement, ça va vous intéresser, Jean-Louis Fiamenghi, sur la doctrine, la façon dont on fait intervenir nos forces de police, nos forces d'intervention. Écoutez, regardez.
Vous avez expliqué tout à l'heure, Monsieur le Ministre, que la doctrine, la procédure, au Bataclan en particulier, a été respectée. D'un autre côté, force est de constater qu'il y a quand même eu, à la différence où à Saint-Denis, malgré les reproches, il y a eu 0 mort, et même si vous avez mis notre temps, il y a eu quand même 0 victimes qui ont été tuées, et ça reste quand même à être souligné. Au Bataclan, c'est pas le cas. Il y a eu les victimes qui n'ont pas cessé d'augmenter au fur et à mesure des minutes. Est-ce qu'au niveau, même si la doctrine a été respectée, les processus ont été respectés, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir justement? Il y a d'autres doctrines, d'autres théories qui disent qu'il faut aller au contact directement. Et plus on va vite au contact, et plus on diminue, pas dans le cas d'une prise d'otage, dans le cas d'un massacre. Et manifestement, au Bataclan, c'était un massacre, c'était pas une prise d'otage. Je souhaite revenir sur cette question de la doctrine d'emploi. Effectivement, elle a été évoquée à plusieurs reprises. Et au travers des propos qui ont été tenus, si je les résume et les simplifie peut-être trop, c'était de dire faut-il intervenir plus rapidement et effectivement en moindre sécurité qu'au regard de la doctrine actuelle. Voilà, Jean-Louis Fiamenghi, le débat se poursuit parce que c'est évidemment, vous étiez à l'intérieur de cette salle pendant la commission, donc vous avez déjà entendu tout cela, mais la doctrine, c'est quoi pour ceux qui nous regardent? Qu'est-ce qu'on appelle une doctrine? Et vous l'évoquiez tout à l'heure en l'évoquant, est-ce que ça va nous obliger, même si le ministre l'a dit sans le dire, à revoir nos stratégies, parce que Serge Grouard lui dit... Il y a une commission qui est chargée de faire ce travail d'observation et de constatation, et c'est vrai que par rapport à la réactivité des unités dites d'intervention, et lorsque je dis dites d'intervention, c'est-à-dire la BRI, le RAID ou le GIGN n'est pas intervenu à cette époque. Donc je crois qu'aujourd'hui, sur la rapidité, le ministre a déjà pris un certain nombre de mesures pour mettre à 20 minutes déjà des premières forces d'intervention, qui ne seront pas les unités antiterroristes que l'on connaît, mais des moyens matériels qui permettent donc aux fonctionnaires de la BAC ou des PSIG, de la gendarmerie, d'intervenir au premier niveau, chose qui était réservée à un moment donné à la sécurité publique lorsque nous gérions nos prises d'otages avant ces nouveaux modes opératoires. On a une sentinelle, je ne veux pas qu'on l'oublie parce qu'il faut s'exprimer, Harold, mais juste réponse s'il vous plaît, Pascal Popelin, et on aura ce débat après, sur le délai. C'est vrai que beaucoup se sont dit, mais les policiers ont mis un certain temps à arriver. Il y avait des policiers qui étaient devant, mais qui ne rentraient pas en attendant, justement dans le cadre de cette doctrine, que les forces d'intervention aptes à le faire entrent. Et là, il s'est écoulé du temps, un temps terrible, parce que évidemment, pendant ce temps-là, les terroristes ont tué, ont tiré. Alors, le ministre s'est exprimé. Est-ce que grâce ou à cause de ce terrible attentat, on va revoir notre rapidité d'intervention? Est-ce que vous considérez ce soir qu'on a perdu du temps pour intervenir? Je crois qu'il y a deux sujets. Il y a la capacité de projection de nos forces. En l'occurrence, on était à Paris, donc là-dessus, je crois qu'il n'y a pas vraiment débat. Ils étaient là rapidement sur le terrain. Et il y a la rapidité avec laquelle ils interviennent. 1 heure, disent l'opposition, et 24 minutes, dit le ministre. Donc il y a un débat sur le temps, mais c'est important. Mais en tout cas, je pense qu'à Paris, la capacité de présence sur site de la BRI, on a, d'après ce que j'ai compris, les unités de la BAC qui sont là dans le quart d'heure. Celles-ci étaient là les premières, en effet. Oui, parce que c'est les premières unités qui maillent le terrain. Et puis la BRI est, je crois, dans les 5 minutes qui suivent le fait que la BAC est sur place et prévient l'unité est mobilisée, elle met 20 minutes à être sur site. Un homme de la BAC tirera d'ailleurs sur un terroriste. D'après ce que j'ai compris. Ça pose la question de l'organisation sur l'ensemble du territoire national, et c'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur, non seulement a déjà fait un certain nombre de choses, par exemple le RAID, que vous connaissez bien, est réorganisé maintenant de telle sorte qu'il ait 5 ou 6 points d'intervention sur le territoire pour être projeté rapidement des choses. Bon, et après, il y a la question, une fois que ces unités-là, qui sont des unités d'élite et spécialement formées pour aller à l'assaut de ce type de situation et y mettre un terme, la question est de savoir quand le font-elles? Est-ce qu'elles y vont direct, comme ça, sans s'assurer de la situation? Ça, c'est la doctrine à la russe, et c'est Beslam, où on a des dizaines de victimes du fait de l'intervention. Enfin, là, on a aussi des victimes. Vraiment, là-dessus, j'ai pas de certitude, mais je ne crois pas qu'il y ait entre le tir du policier de la BAC qui arrive et qui neutralise un des assaillants et le moment de l'assaut, je ne crois pas qu'il y ait de victimes qui aient eu de nouveaux tirs. Après, on peut toujours imaginer qu'il y a des gens qui étaient blessés et qui, s'ils avaient été secourus plus tôt, auraient peut-être pu s'en sortir ou être... Bon. Mais la réalité, c'est de savoir à partir de quand on déclenche l'assaut. Et pour cela,
c'est vrai que la doctrine française, qu'on n'a pas, elle est d'essayer de minimiser. Il n'y a pas de plan. Donc c'est long. Il faut récupérer les plans. Il faut voir comment s'organisent les étages. Une des raisons pour lesquelles l'opération de l'hypercachère se passe dans des conditions optimales, c'est parce qu'on a un certain nombre de renseignements. Et Lassana Bathily va pouvoir expliquer évidemment en sortant comment ça se passe. Au-delà de ça, il n'y a pas qu'une question de plan. Excusez-moi de vous le dire. Il y a est-ce que c'est piégé? Ça, c'est la question que pose le ministre. Est-ce qu'on est certain du nombre de personnes qui sont à l'intérieur et qui sont en situation de de faire partie du groupe des agresseurs? Et la doctrine française, c'est vrai, en l'état actuel des choses, elle est plutôt de s'assurer de la situation la plus précise à l'intérieur pour qu'au moment où l'intervention se fasse, elle se fasse sans casse. Et je dois dire quand même... Elle ne fonctionne plus aujourd'hui, disait Jean-Louis Fiamenghi, avec la nouvelle configuration. Elle évolue en permanence. D'accord. Non, mais c'est important. Les policiers doivent en permanence s'adapter, que ce soit dans leurs équipements. On parlait des ceintures explosives. Oui. Bon, nous avons par exemple dans la loi récente modifié la doctrine de tir. J'étais le rapporteur la semaine dernière, c'est passé en première lecture à l'Assemblée, ça va passer maintenant au Sénat. Modifier la doctrine de tir pour justement ces histoires de périple meurtrier, mais aussi parce que nous devons tenir compte qu'on ne neutralise pas de la même manière quelqu'un qui a une arme de poing ou une arme à feu et quelqu'un qui a une ceinture explosive, dont on sait que la seule manière, pardon de le dire, mais de le neutraliser, c'est un tireur d'élite placé relativement loin et qui le neutralise en visant la tête. Alors, écoutez Harold, et je vous donne la parole ensuite, parce que là ça ouvre quand même pas mal de portes sur les délais, la façon dont on réorganise, parce que les victimes se posent cette question, la question des délais, la question de l'arrivée des forces de police. Harold, bonjour, bonsoir. Pourquoi je dis bonjour aujourd'hui alors que nous sommes le soir? Quel est votre sentiment, vous Harold? Vous n'arrivez jamais masqué dans cette émission, parce que vous êtes un militant LR, hein. Je pense que c'est également la question des attentats et donc des prises d'otages, bien souvent. C'est aussi celle de la responsabilité et des médias en particulier. À savoir, doivent-ils tout dire au nom du devoir d'information, et c'est l'article 1 de la Charte du journalisme, respecter la vérité, quelle qu'en puisse être la conséquence, ou au contraire, ont-ils un devoir de réserve? Je fais bien évidemment allusion à l'affaire de BFM TV, qui aurait pu être bien plus tragique que ce qu'on a connu en janvier dernier. Dans l'hypercachère, pour être précis, puisqu'on passe du Bataclan à l'hypercachère, où BFM avait dévoilé évidemment qu'il y avait des gens qui étaient dans un des frigos de la chambre froide. Sur le journalisme, une réflexion, Régis Sommier, puis je donne la parole ensuite. Mais vous en pensez quoi? C'est un vrai débat quand même. Hein. C'est un petit peu là, en l'occurrence, il n'y a pas de question sur le 13 novembre autour de l'attitude des journalistes. Effectivement, il y a eu cette polémique qui est toujours une manière un petit peu de noyer le poisson, c'est-à-dire qu'on a eu en se mettant sur les journalistes, on trouve toujours une matière à dire et à critiquer. Bon, en l'occurrence sur le 13 novembre, sur le déroulé du massacre, et je crois que cette question n'est pas aujourd'hui, on parle d'autre chose, on est plus sur la question de la rapidité d'intervention, sur la question des modalités, c'est-à-dire est-ce que moi évidemment si ça se repasse, si hélas quelque chose comme ça se repasse, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Comment aujourd'hui on répond à une menace comme ça? Parce que il y a aussi la question hiérarchique aussi. On est dans des conceptions, je dis pas archaïques de la police, mais vous en parliez tout à l'heure en disant vous étiez à l'époque avec Mesrine, avec Colonna, où vous aviez le temps était de votre côté. Là, les terroristes nous disent vous avez les montres, mais nous on a le temps. Et là, c'est eux qui ont l'avantage parce que ça modifie la doctrine forcément. Ils profitent aussi d'une situation où on est dans un pays qui, on ne sait plus ce que c'est que la guerre. Tant mieux, on ne sait plus ce que c'est. Ces gens-là vivent dans la guerre, dans leur état d'esprit, même ceux qui sont sur Internet, même ceux qui... ils sont dans un combat. Nous, on a oublié ça. On a une société qui est un gruyère facile à pénétrer d'une certaine façon. Nos libertés, on est victime de nos libertés. Et ça, comment arriver aujourd'hui à pondérer cet impératif de rester des sociétés démocratiques, ne pas peut-être aller dans des excès comme le Patriot Act aux États-Unis, les choses qui ont... Est-ce qu'on doit ouvrir un Guantanamo? Sur le modèle israélien qui avait été évoqué par les chercheurs. Bien sûr, mais il est évident qu'on est obligé de s'engager sur un volet sécuritaire. Ça n'est pas possible. On l'a refusé, ce volet sécuritaire, pendant longtemps. On a dit, les Français... Bon, aujourd'hui, il y a des sociétés dans le monde qui sont beaucoup plus protégées que les nôtres. Nos expats, par exemple, sont assez mal protégés, à la différence des expatriés anglais ou des expatriés américains, qui tout à coup sont tout de suite dans un phénomène de bunkérisation. À chaque fois qu'il y a une victime française dans le monde, il faut se poser la question. Olivier Maurice, on a beaucoup de tweets. Celui-ci de Trice
Les renseignements US turcs, nous dit-elle, alors c'est pas très clair, avaient signalé à la France les auteurs des attentats de novembre 2015. D'autres tweets nous disaient mais c'est parce qu'on n'a pas les moyens financiers, humains, qu'on n'a pas pu placer devant les salles de concert ciblées. Olivier Maurice, sur ces questions du délai, vous représentez aussi les victimes qui vous parlent et qui se sont exprimées. On va en entendre un extrait dans quelques instants. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Qu'est-ce qu'elles veulent savoir, ces victimes, celles qui ont perdu un proche? Des questions très simples. J'y reviens. On sait qu'un projet d'attentat au Bataclan a été tout à fait connu des services, puisqu'une information judiciaire a été ouverte en 2010. On sait qu'en août 2010, il y a des salles de spectacle, notamment où des concerts, sont concernés et visés par des attentats imminents. On recense, soi-disant, les plans des différentes salles de spectacle parisiennes. Les familles disent, elles l'ont dit devant la commission d'enquête, comment se fait-il que la BRI et qu'aucun service qui soit intervenu sur place n'avait en sa possession le plan de cette salle de spectacle? Vous voyez, ce sont des questions, il ne faut pas être de grands stratèges pour poser ces questions. Vous savez, rappelez-vous, lorsque Mohamed Merah a été localisé et il devait être intercepté vivant, je défends des familles qui aujourd'hui vont avoir à vivre un procès devant la cour d'assises de Paris. Mohamed Merah était encerclé. Mohamed Merah est sorti du lieu où il se trouvait pour poster des informations. Ensuite, il est rentré à nouveau dans le lieu où il se trouvait. Et ensuite, il a négocié par ailleurs. Ensuite, il a été retrouvé dans les conditions que l'on sait. Ce que je veux dire, simplement, c'est qu'il faudrait aussi, à partir du moment où on augmente considérablement les pouvoirs d'enquête, les pouvoirs d'investigation, les pouvoirs des services, les pouvoirs de l'exécutif, qu'on accepte à un moment donné, qu'on contrebalance et qu'on puisse vérifier ce qui a été fait. Là, je le dis très sincèrement, et je crois parce que j'ai des informations qui me permettent de l'affirmer, il y a eu, à minima, des dysfonctionnements regrettables. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu éviter complètement ces attentats du Bataclan, par exemple? Eh bien, ce sont des questions que se posent des pères de famille, des conjoints qui ont perdu leurs proches. Et je crois que là-dessus, il faut avoir une réponse humble. Et je dois dire que la position du ministre de l'Intérieur devant la commission d'enquête, elle a été très prudente à cet égard. Très prudente. Il ne s'est pas du tout engagé sur la question de savoir quels étaient les éléments qui étaient véritablement en possession, notamment des services, puisqu'il s'est retranché derrière le secret de l'instruction. Je ne peux pas le dire. Jean-Louis Fabiengui, avant d'entendre la parole des victimes, parce qu'il y a eu aussi, et on en parlera, quelques dysfonctionnements dans l'accueil, dans la façon dont des victimes ont été reçues à l'Institut médico-légal. C'est vrai que c'était des chocs pour ces familles qui venaient de perdre un proche, mais je me souviens de ce rapport sénatorial de Jean-Pierre Sueur et c'est un sénateur socialiste qui parlait de dysfonctionnement. Alors vous allez m'arrêter, Pascal Poplin, parce que ça ne fait pas l'objet de la commission, mais sur cette espèce de guerre des polices, de dysfonctionnement de nos polices, des services de renseignement. Qu'on soit très clair. Vous en pensez quoi? Non, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est quand même compliqué. À partir du moment où il y a un attentat qui n'échoue pas et qu'il y a des victimes, il y a un dysfonctionnement. La question est de savoir si ce dysfonctionnement est évitable, totalement, partiellement ou inévitable. On entend souvent le risque zéro n'existe pas. Quel est le rôle qui est le nôtre? On progresse déjà. Mais non, tout à l'heure vous avez fait un raccourci qui était, je pense vraiment de l'ordre de la posture ou du procès d'intention. Quel est le rôle? Dites aux familles cela, vous verrez leur réaction. Franchement, monsieur le député, je ne mets pas en cause ce que disent les familles, je mets en cause votre dialectique, qui est une dialectique bien connue, qui consiste à dire, voilà, vous n'avez pas fait les choses. C'est pas comme ça que ça se passe. Quel est notre rôle? Quel est notre rôle? D'abord, en plus, franchement, c'est pas une question politique, puisque tout ce qu'on évoque porte sur une longue période. Donc je ne suis pas spécialement là pour défendre ce gouvernement ou les gouvernements précédents. Je suis là en tant que représentant de la nation, avec un certain nombre de pouvoirs qui m'ont été conférés, en l'occurrence, dans le cas précis, celui d'essayer de contrôler ce qui s'est passé, et puis, surtout, d'avoir une réflexion pour éviter que ça ne se reproduise. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est, et j'en termine là-dessus, parce que Jean-Louis Fabiengui ce qu'on essaie de faire, c'est d'enlever les trous qu'il peut y avoir dans la raquette. Mais on n'aura toujours à la fin qu'une raquette, on n'aura pas une louche. C'est-à-dire que nous avons nous n'avons pas un bouclier total par les mesures que nous pourrions prendre, par les précautions que nous pourrions prendre, pour dire les yeux dans les yeux à nos compatriotes,
dormez bonnes gens, parce qu'il n'y a plus rien à craindre, on veille sur tout ça. Non, on peut dire, nous faisons le maximum, nous essayons de trouver l'ensemble des mesures, il faut le faire avec beaucoup d'humilité, parce que dans la réalité, personne ne nous garantit que ça nous prémunira à 100% contre ce type de risque. Réponse par rapport à cette question, parce que je le redis, ce rapport sénatorial avait fait grand bruit sur la bataille des polices. Vous avez connu de l'intérieur cet univers. Vous avez été aussi le directeur de cabinet du préfet de police à Paris. Vous avez passé par la guerre des polices, elle existe. Ces tensions terribles où on ne se donne pas d'infos, on les garde pour soi. Et ça, c'est préjudiciable finalement. J'ai l'impression d'être dans un autre débat. La police et la gendarmerie, quand même, ont montré qu'elles étaient efficaces. 2015, quand même, qui peut dire que notre police n'a pas été efficace ? Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? S'il y a eu des terroristes qui ont été neutralisés, c'est grâce à l'action et la réactivité. Déjoués. Alors maintenant de parler uniquement, nous savions parce qu'il y avait un renseignement il y a 5 ou 6 ans que ça allait. C'est sûr que l'affectif par rapport aux victimes, on en est tous conscients, puisque nous les victimes aussi, on est au contact des victimes, c'est nous qui allons sauver les victimes. Mais qu'on arrête de nous dire, il y a une faute parce qu'il y a 26 ans, on savait qu'il y avait un renseignement qui nous était arrivé. C'est pas ça. Non, mais c'est ce qu'on. Non, je crois qu'il faut rester sérieux. Il y a une commission. Non, ce que je voudrais dire, c'est je traite, puisqu'on dit j'ai les informations, je dis qu'il y a eu ça. Aujourd'hui, il y a une commission qui est chargée du dispositif, et en effet, tous les policiers, les gendarmes sont prêts à revoir les dispositifs, et c'est vrai que ça va permettre de faire évoluer. La guerre des polices, non, c'est un fantasme. Mais la guerre des polices, nous sommes comme des... Et qui bloque des renseignements, qui fait qu'on n'a pas tout le temps... Bien sûr que le renseignement... Mais il y a, encore une fois, on ne met pas la tête dans le sable. Il y a eu des carences, on est là aussi pour dire oui, ça a mal fonctionné, mais voilà. On est tout à fait d'accord. Poser à plat les choses. Une des difficultés... Et Régis Sommier, et puis un extrait, allez-y, très court. Une des difficultés qu'on a pour notre renseignement, bien sûr, il y a la transmission des renseignements entre les uns et les autres, mais c'est surtout qu'on avait besoin de rhabiller le renseignement en France, qui avait été complètement détricoté. Ça se passe mieux parce qu'il y a des questions sur les renseignements généraux par les députés qui disaient, vous ne croyez pas qu'il faudrait remettre un peu les RG en mouvement? Ils ont été supprimés en 2008. Oui, mais c'est même pas le sujet. Parce qu'à un moment donné, sans doute à l'image des Américains, on a pensé que l'automatisation et les techniques de surveillance rien ne remplace le terrain. Et indépendamment de cela, ce qui est aujourd'hui dans les affaires qui nous occupent une vraie carence du renseignement, c'est le renseignement international et en particulier le renseignement européen. Un mot, parce que j'aimerais vous faire entendre un extrait d'une victime. Vous voulez l'entendre? Non, ouais, je voulais juste répondre pour aller dans le sens de Jean-Louis Fémingui. C'est vrai que la police, quand elle est en action, a eu un comportement impeccable. Il faut rappeler Damary en lice, la fin des frères Kouachi, l'opération sur voilà, il y a les deux en plus. Donc il y a les deux. Aussi, et il faut quand même le souligner. Maintenant, moi ce que je regarde, je suis un observateur, je suis un journaliste, donc je suis un observateur et des sentiments des sociétés, et il y a quand même, là où je m'interroge, c'est les attentats du 13 novembre se sont passés, et depuis les attentats du 13 novembre, ça avait déjà commencé avec Charlie. On est face à des peurs publiques qu'on n'a pas connues depuis la guerre d'Algérie. Les gens ont peur. C'est pas la question de savoir qui est responsable, est-ce qu'on aurait mieux, etc. C'est qu'on est face à une menace. Et là, on peut se placer sur le point de vue international. Là, on peut évidemment se dire comment quelque chose comme Daesh a pu émerger au niveau planétaire. Je rappelle Daesh, dont on voit les effets secondaires, d'une certaine façon, dont on vit les effets secondaires. C'est un groupe qui règne sur un pays qui fait la taille de l'Angleterre, où il y a 10 millions d'habitants. C'est quand même ça. On a un État terroriste qui s'est... Vous dites bien État, d'ailleurs. Vous décrivez bien dans votre livre l'organisation de ce pays. Parce que d'abord, ils font tout pour se doter d'une bureaucratie énorme, que leur gouvernement et leur façon de mettre en coupe réglée leur société est extrêmement élaborée, que ça s'est pas passé du jour au lendemain. Alors, on est face à des individualités très fortes. Il y a eu Ben Laden à une époque, il y a eu Zarqawi qui ont
permis l'émergence d'une certaine façon. Mais notre responsabilité aussi en tant qu'Européens, je parle de l'invasion, en particulier de l'invasion américaine en Irak, qui a été, là la France a eu une sorte de clairvoyance, c'est-à-dire, voilà, en n'y allant pas. Maintenant, après, je suis pas sûr qu'en essayant de rattraper, en essayant de courir après les Américains, notamment au niveau de la Libye, on ait fait les choses extrêmement bien en intervenant dans ce pays. C'est évident que la situation est déplorable. Aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé en Tunisie, c'est directement la conséquence de l'effondrement de l'État en Libye. À chaque fois que l'État s'effondre quelque part, l'État islamique prend le relais. On va revenir une seconde en France avant d'écouter une victime, parce que c'est intéressant d'entendre les victimes. Et en plus, on a aujourd'hui une ministre en charge des victimes, Madame Méadel, qui a été nommée. Donc c'est aussi un écho, évidemment, à tout ce qui s'est passé. Ces hommes... Vous décrivez l'histoire de Daesh. Est-ce qu'aujourd'hui, on est face à des individus que la police ne peut pas attraper? On avait un tweet qui disait tout à l'heure, une voiture, 4 hommes qui tirent à la Kalachnikov et qui s'en vont. Et la fin du tweet, c'était solution pour l'interrogation. Oui, c'est ingérable. Enfin, excusez-moi, mais on peut mettre tout policier, caméra, vidéo. Enfin, il y a un côté terrible. Il y a le renseignement humain et puis il y a la connaissance aussi. Moi, je suis assez effrayé souvent de voir, je parle notamment, je parle pas de tous les hommes politiques, vous êtes très au fait, mais je regarde qu'il y a quand même quelques problèmes de compréhension je parle pas de ce qui sont ces types avec la Kalachnikov, mais de l'état d'esprit qui les amène à se comporter de cette façon et des réalités du Proche-Orient et du Moyen-Orient qui sont extrêmement complexes. Faut mettre le nez dedans, il faut lire, il faut s'informer. J'ai le tweet. C'est très important, je pense, aujourd'hui. Vous tirez sur un groupe une rafale de Kalachnikov depuis une voiture volée, vous la brûlez plus loin, tout ça en 15 minutes, solution. Et solution aussi parce que dans les failles ou les dysfonctionnements, il y a ces victimes qui se sont exprimées. Je voulais qu'on leur redonne la parole parce que c'est vrai que ce sont des personnes qui ont souffert dans leur chair. Certaines sont mortes, donc ce sont aujourd'hui des proches qui parlent à leur place. Et puis certaines sont des rescapés, comme cette femme. Elle était dans un KGB avec une dizaine d'autres personnes. Et elle a eu la présence d'esprit, vous allez l'entendre, d'appeler police secours. Et regardez l'accueil que lui a réservé les policiers qui sont au standard, à l'accueil. J'étais obligée de chuchoter parce que le terroriste était toujours derrière notre porte. La personne m'a demandé de parler plus fort. Je lui ai expliqué que j'étais en otage et que le terroriste était derrière la porte. La policière m'a répondu « D'accord, mais là vous êtes en train de bloquer la ligne pour une réelle urgence. Je ne vois pas ce qu'il y a de plus urgent que 40 personnes qui sont menacées de mort imminente. » Donc je lui ai répondu à nouveau que je ne pouvais pas parler plus fort, en parlant un peu plus fort. Tout le monde s'est retourné vers moi en me disant « Chut !» parce que clairement je mettais en danger tout le monde. Et la policière s'est énervée et m'a raccroché au nez en me disant « Tant pis pour vous ». Pascal Popelin, là, on est on a vu l'institut médico-légal d'hommes et de femmes qui ont été accueillis en disant mais si vous n'avez pas le visage, on vous donnera un pied. C'est-à-dire des gens qui sont totalement détachés du drame qu'ont vécu ses proches. Donc c'est terrible. Puis cette femme à qui on dit attendez, vous encombrez la ligne, madame, a raccroché. Et c'est vrai qu'ils ont fait un vote à main levée, si j'ai bien compris, pour savoir s'ils devaient ouvrir ou pas la porte à ce djihadiste qui se faisait passer pour un gendarme, pour être précis. Vous en pensez quoi, là aussi, sur la façon dont le service public accueille et gère ce type de situation? C'est clairement un dysfonctionnement. En même temps, voilà... Je ne veux pas jeter non plus la pierre au fonctionnaire de police qui est de l'autre côté du téléphone, qui ne sait pas forcément, qui est aussi en but à des appels fantaisistes dans ce genre de moment. Donc oui, bien sûr, il faut qu'on continue à améliorer toutes ces questions qui sont l'accueil, la réponse au téléphone. Un manque de réflexe du fonctionnaire de police qui est au téléphone quand même. Il y a 120 000 fonctionnaires de police en France et il y en a sans doute... C'est une scène de film dramatique, ça. Bien sûr, c'est terrible. Ce que raconte cette personne est terrible et ne peut pas nous laisser indifférents. Bon. Donc c'est quoi? C'est la formation de ceux qui s'occupent de l'accueil police-secours? C'est une manière de former mieux nos policiers pour donner un peu des solutions concrètes? Mais c'est exactement, on a auditionné cet après-midi les responsables de la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères, qui reconnaissent eux-mêmes que sur les 93 000 appels qu'ils ont reçus je crois, 10 jours, forcément, ils sont et quand on dit dans 10 jours, c'est pas forcément étalé sur les 10 jours de manière homogène, c'est-à-dire qu'il y a forcément au départ un flux. Moi, ma fille, elle a failli être au Bataclan ce soir-là. Vous voyez, je suis parlementaire de la République. Elle y était allée quelques mois avant et elle a failli y être. Et moi, j'étais au Stade de France. Bon, c'est vrai que si elle y avait été, mon premier réflexe eût été d'appeler et d'espérer qu'on soit en situation de me renseigner. Et en fait, on sait toutes les difficultés techniques qu'il peut y avoir. Et voilà. Y compris parce que, et c'est
inaudibles pour les familles des victimes, mais parfois légitimes pour les policiers. Quand ce sont ceux qui interviennent, ils ont d'autres priorités qui est de sauver les gens qui sont là. Donc, vous voyez, c'est extrêmement compliqué parce que dès qu'on est dans de l'humain, on est dans une situation où ceux qui sont victimes, ceux qui ne trouvent pas la réponse qu'ils attendent, ils sont fondés à dire ça dysfonctionne. Et en même temps, quand on regarde l'organisation qu'il faut mettre pour faire face à ce type de situation, ça ne dysfonctionne pas autant que ça, même s'il faut toujours chercher à améliorer et que oui, il y a des failles. Le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Harold, vous vouliez faire une dernière intervention, puis je voulais savoir s'il fallait qu'on déclassifie des documents, parce que dans chaque commission d'enquête parlementaire, je pense à celle de Karachi, sur laquelle vous avez travaillé, Olivier Maurice, il y avait cette question de déclassification. Vous en pensez quoi, vous, Harold? Cette idée quand même, ça, qui est terrible. Il y a 130 morts avec des victimes, avec des gens qui ont souffert. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette notion du risque zéro qui n'existe pas. Ça veut dire qu'un attentat peut avoir lieu demain. Ouais. Moi, je pense que c'est surtout aussi la question du dispositif. Il y a un point qui me paraît assez important et je voudrais donc revenir sur la question du dialogue avec les terroristes. Le BRI, le RAID, le GIGN ont tous des médiateurs. La première question, c'est sont-ils formés pour répondre aux terroristes? Et la seconde, c'est doit-on encore les faire intervenir en priorité ou alors on donne la sauce? Ça revient un petit peu à la question du début de l'émission. Jean-Louis Famengui, réponse du technicien. Est-ce que dans la situation du Bataclan, il vous semblait, en imaginant qu'on réforme, je dirais, la procédure, est-ce qu'il vous semblait utile d'attaquer plus rapidement, d'entrer plus rapidement, pour intercepter, pour diminuer le nombre de morts? Est-ce que c'est attaquer plus rapidement, ça veut rien dire. Lorsqu'un chef d'un groupe d'intervention a la responsabilité de l'intervention, on peut pas rentrer, on a parlé de Beslam, on peut pas rentrer comme on le fait dans les opérations militaires. Il y a des otages à l'intérieur, on ne sait pas s'il y a des preneurs d'otages, où ils sont placés, etc. Donc il y a une réflexion avant, il y a de la responsabilité avant. Mais après, c'est vrai que la négociation, doit-on employer un négociateur? Il y a une prise de contact de toute façon pour tenter. Il y en a eu, hein, dit-on. Bien sûr, il y a pas une négo, mais il y a des contacts. Il y a des prises de contact. De toute façon, il faut tenter toujours. Déjà, la prise de contact, ça permet de localiser et d'identifier 2 ou 3 des informations. Mais ensuite, la responsabilité de l'intervention. Et c'est vrai que là, la commission va permettre de voir entre l'arrivée du groupe sur place et ensuite l'assaut. Le moment ou l'assaut. Le moment, mais ça c'est ce qu'on va voir. Mais il ne faut pas en faire un procès de la police aujourd'hui, parce que encore une fois, nous aussi nous sommes victimes. Hein, et les gens l'oublient. Lorsqu'on va à l'assaut, on est aussi victime. En première ligne. Ouais. Et il y en a souvent. Donc c'est ça. Mais par contre, en effet, il faut avoir tous les renseignements pour voir ce qu'on peut changer, parce que tout évolue. Les modes opératoires ont évolué et c'est important. Olivier Maurice, les victimes que vous reprenez ce soir, cette femme par exemple qui s'exprimait avec beaucoup d'émotion, cet homme qui racontait l'Institut médico-légal, vous pensez que la société, et là ça dépasse largement le cadre gauche-droite, peut améliorer ce type de service rendu au public, tout simplement? Le ministre l'a reconnu tout à l'heure. Je suis d'accord aussi avec ce qu'a dit monsieur le député immédiatement. Je crois qu'en même temps on est face à des situations d'urgence humaine qui sont quasi apocalyptiques. Et donc en même temps, c'est très difficile. Encore une fois, ce que je crois important pour un certain nombre de familles, c'est en même temps qu'elles aient des réponses à certaines questions. Et voyez-vous, je le dis simplement, encore aujourd'hui, et malgré le respect que j'ai pour monsieur le ministre de l'Intérieur, sur certaines questions, il n'a pas voulu apporter. Lesquelles, par exemple, pour être très précis? Il n'a pas répondu sur la question de ce qu'on savait. Sur le Bataclan. Sur le Bataclan. Ça, c'est le point central de sur le Bataclan. Et je suis désolé. Je crois que vous m'avez mal compris. Il y a un profond malaise chez les familles. Mais il faut normal. Non, mais le malaise, il est sur l'absence de réponse, monsieur le député. Excusez-moi, mais la réponse, elle ne viendra pas de la commission parlementaire sur ça, chacun. parce que ça n'est pas la compétence de la commission parlementaire. Par contre, la réponse doit venir de l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure. C'est la mission des juges d'instruction là-dessus. Un mot chacun. L'émission se termine, j'en suis désolé. Ce qui me paraît fondamental dans cette histoire, c'est qu'on est face à des menaces qui sont quand même des menaces nouvelles, c'est-à-dire un type de menace qui se répète 2 fois en un an comme ça. On est dans un processus d'habitude. Moi, je connais bien le Moyen-Orient, notamment l'Irak. L'Irak est un pays, par exemple, où il y a une habitude qui s'est faite de l'attentat, c'est-à-dire on est dans un pays qui depuis 10 ans est déchiré régulièrement par des car-bombes en permanence, c'est-à-dire que cette menace... Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envie que mon pays se transforme comme ça. Ça, c'est un risque qu'il y a avec ce genre d'individus.
individus, parce que on parle des anciennes prises d'otages, des choses comme ça, c'est très bien, mais une fois que la prise d'otage était terminée, même action directe, le nombre de personnes qui étaient concernées par la nébuleuse était relativement limité. On n'a pas parlé de Rouillan d'ailleurs, qui a fait réagir. Rouillan qui fait des déclarations aujourd'hui. Je suis neutre face à Daesh et face... Mais enfin, en tout cas, disons que les terroristes de Paris avaient du courage, c'est quand même assez scandaleux. Mais ce que je veux dire, il y a ces menaces-là, on ne sait pas, on sait imparfaitement aujourd'hui comment y répondre, et d'autant que aujourd'hui l'État islamique, je termine là-dessus, militairement est sur la défensive, et donc il va être tenté d'utiliser ce qu'on appelle des soft targets, c'est-à-dire des cibles civiles. Il y a une multiplication dans le monde des attentats liés à l'État islamique, parce que militairement sur le terrain, il est sur la défensive. Ils se réduisent. Voilà. Et viendrez nous en reparler de Daesh, de son histoire qui est très très large. Pascal Popelin, prochaine audition, c'est quoi? Et c'est je crois que nous auditionnons le patron du RAID. Le patron du RAID, Jean-Marc Fauvergue, qui est le successeur. Et puis également Denis Favier, le directeur général de la gendarmerie nationale, c'est mercredi. Nous suivrons de très près évidemment les travaux de cette commission, dès lors que ces travaux seront ouverts à la presse, parce qu'il y aura des auditions aussi à huis clos. Merci avocate, merci à Pascal Popelin, député socialiste de Seine-Saint-Denis, membre de cette commission d'enquête, très actif sur ce sujet. Jean-Louis Fabiengui, je rappelle, dans le secret de l'action, édition Mareuil, c'est votre vie de A à Z, d'avant Messrine jusqu'au RAID, et aujourd'hui dans la sécurité privée. Merci d'être là, d'être venu sur ce plateau. Merci Olivier Maurice, avocat, et vous avez parlé bien sûr ce soir au nom des victimes de ce terrible attentat. Merci à Régis Sommier, on a vu votre livre Daesh, l'histoire, édition de La Martinière, directeur adjoint de Paris Match. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Demain on s'intéresse alors à un sujet politique, parce que c'est vrai qu'à l'occasion de ces questions d'environnement, beaucoup se disent mais cette rumeur, est-ce que Manuel Valls va démissionner? Est-ce qu'il y a un duel entre Macron et Valls? Et oui, des sourires sur le plateau. On vous dira tout demain soir. Bonne soirée, à demain.